Alors bonjour tout le monde. Salam alaikum. Donc, on commence notre séance, donc deuxième séance en mécanique des fluides. Est-ce que le son est clair? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Merci. D'accord, donc on commence. Donc là on s'est arrêté la dernière fois. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté en statique des fluides, première partie sur le principe fondamental d'hydrostatique. Et là, ce qu'on a fait, c'est que on a appliqué le principe fondamental d'hydrostatique à un certain système à trois parties, bien trois fluides, avec deux récipients. Alors, c'est ce système-là. Et ce qui est demandé là, ce qui était demandé, c'est le fait de trouver, bien calculer le H. Donc, on a calculé le H en appliquant le principe fondamental de l'hydrostatique entre A et C, et entre C et D, et puis entre D et B. Alors, voilà, donc on continue. Donc là, on a trouvé le H égal à 11, presque 3 à 27 mètres. Et donc, on continue vers le calcul de poussée. Hein, le calcul de poussée. Alors, tout ce qui est important, c'est le fait de calculer ce qu'on appelle le torseur de pression. Le torseur de pression, c'est un torseur qui se compose en fait de deux. Donc là, on a deux composants. Donc, première composante, c'est la résultante, qui est quoi? Qui est la force de pression. La force de pression, bien la force hydrostatique. Deuxième composante, c'est le moment. C'est le moment de la résultante, bien de cette force-là. Alors, pour déterminer une force, vous connaissez ce que la force se caractérise par deux choses. C'est la norme de cette force, plus quoi? Plus, donc l'orientation, plus essentiellement le point d'application de la force. Donc, prenons ici, donc là, on prend l'exemple première donc, type de paroi que nous allons traiter, c'est la paroi horizontale. Donc, prenons l'exemple d'une paroi horizontale ici. C'est le fond donc le fond d'un certain récipient. Alors, ce récipient est de forme quelconque. Et ce récipient, il est plein. Donc là, on aura, à l'intérieur de ce récipient, on aura un certain liquide. Donc liquide, ça veut dire fluide incompressible avec une masse volumique ρ. Masse volumique ρ. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est le fait de trouver la force qui s'applique sur ce fond-là, la force totale. Normalement, on a une force qui s'applique sur chaque élément de surface. C'est-à-dire quoi, élément de surface? Ça veut dire si on prend par exemple un point M quelconque, hein, donc la surface entourée par M, bien, surface infiniment petite, entourée par M, c'est l'élément de surface. Alors, sur chaque élément de surface, on a ce qu'on appelle une force de pression élémentaire. Une force de pression élémentaire qui s'applique sur cette surface. Donc, je vais essayer d'ouvrir le Paint comme ça. Donc, j'aurai donc la possibilité de vous expliquer davantage et en temps réel ce que je suis en train de dire.
Voilà. Donc, prenons une surface quelconque. Par exemple, une surface de cette forme-là. Donc là, c'est une surface sur laquelle on a une force qui s'applique, une force fluidique ou bien une force hydraulique qui s'applique sur cette surface. Donc cette surface, on va l'appeler S. Donc, S. Donc la surface S, grand S. Alors sur cette S-là, on a une force qui s'applique. Hein, et en fait, c'est la force totale résultante des forces de pression élémentaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si je prends par exemple un certain point, donc, par exemple je prends le point M appartenant à cette surface, point M. Alors sur ce point-là, autour de ce point, on a ce qu'on appelle élément de surface DS. Élément de surface DS. Voilà. 5, c'est S. Donc, DS. Alors, sur cet élément de surface, on a élément de force qui s'applique. Et cet élément de force, il s'oriente toujours vers... donc, si on prend par exemple N comme étant le vecteur normal, donc N donc N, vecteur normal de la surface, qui oriente la surface. On a toujours, donc la force, elle est toujours, il s'oriente toujours vers l'intérieur, donc ça veut dire dans le sens inverse dans le sens inverse de N. Donc dF. Donc dF, c'est élément de force, bien force de pression élémentaire. Alors, entre dF et ds, on a une certaine formule, c'est que dF égale moins P moins P ds moins P ds orienté par N. Orienté par N. Alors, cette formule, c'est en fait la formule de base de ce que nous allons voir par la suite. Et de voir s'il y a des personnes qui s'attendent, qui attendent. Donc, bon. On continue. Donc, cette formule que je viens d'écrire ici, c'est la formule de base de ce que nous allons voir. Avec quoi? Avec df, c'est, donc j'ai écrit ici, donc n, pardon, en couleur, avec n, c'est vecteur normal AS M point, point appartenant à S point quelconque. DS, c'est élément de surface.
bien surface élémentaire, autour de M, concorde. Donc on a DF. DF, c'est force de pression élémentaire. Et quoi encore? P. P, c'est une petite P, pas de problème. Donc P, c'est la pression. Donc la pression en pascal, toujours. En pascal. Donc c'est la pression en pascal. Voilà, donc c'est ce qu'on a jusque-là. Donc là, normalement, ce que nous devons faire, c'est le fait de trouver la force totale qui s'applique sur la surface S, essentielle. C'est ce qu'on appelle la poussée. Donc la poussée, ou bien la résultante des forces de pression. Donc la poussée, ou bien la résultante des forces de pression. La poussée, donc la poussée, ou bien la résultante des forces de pression est égale à grand F. Alors maintenant, c'est grand F maintenant. C'est la résultante. Grand F. Alors, grand F égale, normalement, c'est l'intégrale sur S. L'intégrale, dire sur S. Donc, l'intégrale sur S. Quoi? Donc, sur S de df. Intégrale sur S de df. Voilà. Donc, en intégrant sur S toutes les forces de pression élémentaire, en intégrant sur DS et sur S, pardon, toutes les forces de pression DF, on trouve la force de pression résultante. Et normalement, ce que nous devons faire maintenant, c'est trouver ce qu'on appelle au début, on appelait donc le torseur de pression. Donc le torseur de pression. Alors, le torseur de pression, normalement, c'est le taux pression. Pression. Alors, le torseur de pression est égal à la résultante F résultante de poussée et le moment, donc le moment de F. Le moment de F. Donc, nous allons traiter chacun à part. Donc, la force, la résultante de force et le... en M ou bien en une autre, peut dire G par exemple. G. G, c'est le point de... en centre, hein, donc le barycentre, le barycentre de S.
G. Alors, nous allons calculer ce torseur en G. Voilà. Ça, c'est ce que nous allons définir. Alors, cette formule-là, donc c'est la formule de la force de pression. Et vous connaissez ce que donc l'intégrale sur S, normalement, ça va être un intégral double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi l'intégrale double? Ça veut dire, S, c'est normalement c'est en 2D, c'est-à-dire c'est sur X, Y. Et là, normalement, il faut que ça soit quoi? L'intégrale sur X et l'intégrale sur Y. C'est quoi? L'intégrale sur X, l'intégrale sur Y, de moins P ds selon n. Donc c'est S. Là, il s'agit de S. Voilà. Donc c'est la formule générale en fait de la résultante des forces. Et maintenant, nous allons voir donc, le cas de S lorsque S est horizontal. C'est ce qu'on a vu dans le cours. Donc, lorsque S est horizontal, ça veut dire il prend la forme, par exemple, du fond, le fond d'un certain récipient. Donc, je prends, par exemple, un récipient. Cette forme-là. Puis, j'efface ça. Et puis on prend donc ce récipient, il est fait de forme quelconque. Et là on a ρ. Et puis ce que nous allons traiter cette partie-là qui est à l'intérieur voilà, c'est cette partie. Alors, ça, c'est en fait là où on parle de quoi? Donc, de la surface d'étude. Alors, ça va être la surface S. Mais en fait, la surface S, ça va être normalement à l'intérieur. Donc, pour être plus précis, donc ça va être à l'intérieur. Donc, ça va être à l'intérieur du récipient. S. Donc, S, elle est à l'intérieur du récipient. Et normalement, la force qui s'applique sur S, donc qui s'applique sur S, c'est la résultante des éléments de force qui s'appliquent sur cette S-là. Donc, élément de force, c'est ce qu'on a appelé DF. Donc, DF. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, si on prend par exemple, un point M appartenant à S, point M
ici. On prend point M ici. Alors, sur cette point-là, on a une force qui s'applique. Et cette force-là, elle est comment? Elle est vers l'extérieur, normalement. Passe vers l'extérieur. Donc, vers l'extérieur du récipient, de la surface en fait. Et là, c'est la force appliquée par l'eau, par exemple, si on prend ici le liquide sur la surface. Okay. Là, il s'agit du liquide, donc je vous donne ici le symbole de liquide, triangle plein. Donc là, il s'agit du liquide. Donc la force F. Donc de toute façon, donc on a une chose qu'on a déjà vue lors des autres séances, c'est que pour chaque, par exemple, pour chaque surface ici, alors pour chaque surface, on a la même pression. Pourquoi? Donc, vous voyez ici, dans le cas de la surface libre, il y a la surface libre de liquide, c'est une surface qui est horizontale et on n'a pas en fait, de déséquilibre. Pourquoi? Car en fait, la pression qui s'applique sur cette surface, elle est la même. Elle est la même. Et ça, c'est quand on revient, par exemple, quand on se réfère au principe fondamental d'hydrostatique. Donc, le principe fondamental d'hydrostatique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ce que pour chaque niveau selon Z, donc pour chaque niveau, on a la même pression. Si on prend par exemple Z, descendant, alors pour chaque niveau, selon Z, ce qui change normalement, c'est donc ce qui change P, c'est le Z, et non pas le X ni le Y. On prend donc Z descendant. Alors, donc là, ce qu'il faut déterminer, il faut déterminer la force totale. De toute façon, ici, ce qu'on a, c'est l'atmosphère. Hein. Donc, l'atmosphère à la sortie. Ici, l'atmosphère. Voilà. Prenons un point A appartenant à la surface libre. Point A appartenant à la surface libre. Donc, entre A et M, on a la hauteur H. La hauteur H. Ici, on a H. Ici, on a H. Voilà. Alors, puisque on a même P, c'est-à-dire la pression qui s'applique sur S est la même, hein, selon le principe fondamental d'hydrostatique. Donc, la pression qui s'applique sur tous les points de S est la même. Alors, en chaque point M, donc là, ce qu'on a normalement, c'est que F égale à P fois S. Et cette P-là, elles peuvent sortir de l'intégrale. Et là, on aura automatiquement donc même force qui s'applique sur tous les points. Donc ici, on aura la force F. Donc la force F.
totale. La force résultante. Voilà. Donc la force F. Donc la force F, elle a une relation. Et cette relation, normalement, elle est à base de quoi? Elle est à base de la formule qu'on a vue. Donc c'est cette formule-là. Elle est à base de cette formule. Donc en se basant sur cette formule, donc on aura automatiquement la force égale, donc F F qui ira dans l'autre côté. F égale à moins ρ fois G fois H fois S, donc la surface totale, S selon Z. Selon Z. Vous voyez ici, le F, il s'oriente en inverse de Z, donc c'est dans le sens inverse de Z, normalement. Donc là, on aura le moins ρ fois G fois H fois S fois Z. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait normalement? De toute façon, donc là, il s'articule sur quoi? Il s'articule sur il s'articule normalement sur l'intégrale sur x, y de moins p ds. Et vous connaissez à ce que, donc là, si on veut par exemple démontrer ça, de toute façon, donc le ds égale à quoi? Donc le ds égale à dx fois dy, normalement. Donc ds, si on veut démontrer ça, on va essayer de le démontrer, sans aucun problème. Donc démonstration. Et nous n'allons pas faire la démonstration pour les autres pour ne pas avoir beaucoup de temps, sinon donc ça nécessite beaucoup de temps. Alors, on a ds, je reviens, donc ds, Jolene, ds c'est élément de surface, donc ds c'est dx, donc je vais essayer de l'écrire en écriture simple. ds égale à dx fois dy. Donc dx point dx point dy. Alors, ce qu'on va faire normalement, c'est que nous allons appliquer le principe fondamental d'hydrostatique entre A et M. Donc, le principe fondamental d'hydrostatique entre A et M. Avec, normalement, df égale à moins P ds selon N. Mais ici, donc, nous allons prendre la norme. Donc, df égale à P en M. Petit P en M fois ds. Supposons que ds ici, c'est dx, dy. De toute façon, donc, on va la remplacer. Donc, df, c'est PM, P en M selon P en M fois ds.
Alors, le PFH, donc le principe fondamental de l'hydrostatique, FHS, principe fondamental hydrostatique, entre A et M, ça donne quoi? Alors, ça donne quoi? Alors, P en M. Commençons par P en M. P en M moins P en A égale 0, hein, ρ fois G. Donc, c'est moins ρ, pardon. C'est moins ρ fois G. Donc, je laisse un espace ici pour que j'écris le ρ. Facteur de Z en M moins Z en A. Donc, Z en M, Z en A. Donc, il est où le ZM, ZA? Ils sont là, normalement. Donc, ça va être Z en A. Et là, on aura Z en M. Donc, je vais écrire ça. Donc, ici, on a Z en. Et ici, on a Z, ZM. Voilà. Avant d'oublier, donc ici, c'est moins ρ. Donc, moins ρ fois G, facteur de ZM moins ZA. Alors, quoi est égal Zm moins Za? Zm moins Za, c'est moins H. Alors, moins H avec le moins, donc là, on aura ρ fois G fois H. Donc, égal à ρ fois G fois H. C'est ρ ici. Donc, c'est ρ G fois H. Je vais essayer d'agrandir de plus ça. Pour que ça soit plus clair. Alors, le P en A. Le P en A, c'est quoi? C'est le P. Alors, le P en A, c'est le P atmosphérique. Le P en A, c'est le P atmosphérique. Alors, P atmosphérique, vous connaissez ce que P atmosphérique, c'est 1,013 bar. Après, 1,013 bar. Voilà. Alors, donc, nous allons remplacer PM par, donc, PM par ρ fois G plus ρ fois G fois H plus P atmosphérique. Voilà. Donc, on continue. Donc, P en M. Alors, le P
Alors, P en M égale le ρ fois G fois H plus P atmosphérique. Donc, ρ fois G fois H plus le P atmosphérique. Normalement, vous connaissez ce que ici, sur M, on a deux choses. Donc, je vais essayer de remplacer ça par df, donc d de f pour que, donc df. Donc, vous connaissez ce que sur M, on a deux forces en fait. Donc, on a la force qui vient de, donc la force appliquée par le liquide sur la surface et la force appliquée par l'atmosphère sur la surface de l'autre côté normalement. Donc, ce qu'on a normalement, c'est que dF, c'est la somme de deux forces. Il y a dF1, dF1, et dF1, elle est surtout ici, donc c'est dF1. Voilà. Et plus dF, plus dF, plus dF2. Normalement, dF2, il y a une force qui s'applique par l'atmosphère, donc l'atmosphère sur la surface, qui s'oriente vers le haut. Donc c'est dF2. Voilà, c'est dF2. Alors dF2, normalement, dF2, c'est la pression P, c'est la pression atmosphérique normalement. C'est la pression atmosphérique. Hein, c'est la pression atmosphérique. Et quoi encore? Donc pression atmosphérique fois S, fois ds. Donc dF2 c'est la pression atmosphérique. Et ici, il s'agit de l'atmosphère, donc pression atmosphérique fois ds. Son orientation, c'est selon Z. Selon Z. Normalement, c'est selon Z. Pour df1, ça va être dans l'autre côté, c'est moins, normalement. Donc, df1, c'est moins P en M. Moins P en M, ds, selon Z. Voilà. Alors, le F, connaissez ce que ici déjà le F, c'est l'intégrale dl df. Donc l'intégrale sur S, l'intégrale sur S de df. Il y a la somme de df1 et df2.
Alors ici, j'ai trouvé PM, POM en fonction de ρ GH P atmosphérique en utilisant le principe fondamental d'hydrostatique. Ce qui reste, c'est le fait de trouver, donc là, nous allons remplacer PM. Donc PM, nous allons le remplacer ici. Et en lui ajoutant à ça, normalement, donc on aura quoi en fin de compte? Donc DF égale à quoi? Donc DF, c'est la somme des deux. La somme des deux, ça veut dire c'est P atmosphérique fois DS, ou bien DF1, on commence par DF1 لهي هذه, moins PM DSZ en remplaçant PM par ρ fois G fois H P atmosphérique. Donc là, on aura ρ fois G fois H P atmosphérique fois DS. Donc là, on aura moins déjà, de moins. DS selon Z plus l'autre. Il y a P atmosphérique DS. Donc P atmosphérique DS selon Z. Donc, plus P atmosphérique DS selon Z. Qu'est-ce qu'on observe ici? C'est que là, il y aura des simplifications. Donc, nous allons simplifier par, donc, Ali va se simplifier avec celle-là. Et ici, on aura moins P atmosphérique DSZ plus P atmosphérique DSZ. Ce qui reste, c'est moins ρ fois G fois H fois DS, hein, fois DS, donc moins ρ fois G fois H fois DS selon Z. Donc, ce qui reste, c'est moins ρ fois G fois H fois DS selon Z. Ici, c'est ρ. Donc, moins ρ fois G, moins ρ fois G fois H fois DS selon Z. En revenant à F maintenant. Donc F, grand F. Normalement, grand F, c'est l'intégrale de DF. Et DF, c'est moins ρ fois G fois H fois DS. Alors, ça donne quoi? Ça donne parce que F égale l'intégrale sur D. Vous voyez donc ici, normalement, moins ρ fois G fois H, c'est constant. Donc, ça sort de l'intégrale. Donc, ρ fois G fois H, moins ρ fois G fois H, fois l'intégrale sur S de DS selon Z. Donc, l'intégrale sur S de DS, c'est S. Alors, ça donne quoi? Ça donne F égale, donc F égale moins ρ fois G fois H fois S selon Z,
c'est ce qu'on a écrit au début. Hein. Donc au début, on a écrit voilà, on a écrit F égale, donc F égale moins ρ fois G fois H fois S selon Z, c'est la formule de F pour les parois horizontales. Donc on a démontré ça. Voilà, donc on a démontré ça. Donc ça c'est la démonstration en fait. Et on a trouvé, en fait, c'est vrai, c'est que F égale moins ρ fois, donc moins ρ, donc moins ρ fois G fois H fois S selon Z. Donc ça c'est pour paroi horizontale. Donc le cas de paroi horizontale. Voilà. Alors dans le cours, donc c'est ce que nous allons trouver en fait comme démonstration, etc. Donc essayer de montrer ça. Voilà. Donc nous allons trouver la même chose. C'est que le F, donc le F, c'est moins ρ fois G fois H fois S selon Z. En fait, nous n'allons pas démontrer à chaque fois, nous allons démontrer ça. Non, on ne va pas démontrer ça à chaque fois. On ne va pas vous demander de démontrer, de redémontrer ça. On ne va pas vous demander ça. Donc, sauf parce qu'il faut bien savoir comment utiliser ces formules-là. Donc, il faut savoir comment utiliser ces formules-là. Donc, petite minute et je reviens. Alors, on continue. Alors maintenant, nous allons voir donc un petit exercice. Donc, c'est un exercice d'application. Donc, un canal franchit une route située en contrebas grâce à un pont canal de longueur L et de largeur petite l. La hauteur d'eau au-dessus du tablier horizontal du pont est h. Calculez la résultante. Donc, calculer la résultante des poussées subies par chacune des trois parois du pont, tablier et paroi latérale. On a L, donc on a L égale à 10 mètres, petit l égale à 6 mètres, petit h égale à 3,5 mètres. Alors, une péniche de 500 tonnes s'engage sur le pont et s'immobilise. Une péniche, hein? Une péniche, donc péniche c'est une sorte de petit bateau, hein, petit bateau, péniche. Donc, péniche a dit, radigi, s'engage sur le pont ici, hein, sur le pont, il s'immobilise. Que se passe-t-il du point de vue des efforts sur le tablier et les parois verticales? Même question, si la péniche déverse son chargement de 500 tonnes au fond de l'eau sur le tablier. Donc, la question, première question, elle est là. Donc, calculer la résultante des poussées subies par chacune des trois parois du pont. Donc, déjà, il faut faire quoi? Il faut bien comprendre déjà l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici, normalement? Donc, ici, on a un certain canal.
Donc, canal franchit une route donc située à l'intérieur, donc en contrebas, Donc, le canal ici, donc là, on aura des véhicules qui passent à l'intérieur de ce canal-là. Et donc là, le toit du canal, en fait, il s'agit d'un tablier. Donc, on a le tablier ici qui isole l'eau. Hein. Donc là, on aura ça isole l'eau pour qu'il ne s'infiltre pas à l'intérieur du canal. Donc là, je dis canal à l'intérieur. Donc là, vous voyez donc cette canal-là. Donc ici, on aura des parois du canal. En fait, il y a il y en a au-dessus du tablier, donc au-dessus du tablier, il y a une certaine canal ici. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait? Donc, en fait, il s'agit d'un pont, en fait. C'est un pont. Pont qui permet de faire passer, de faire circuler les péniches, les bateaux, etc. au-dessus de, d'un certain canal ici. Donc, vous voyez, c'est une route. Donc, une route. Ici. Donc, on isole la route par certains tabliers et puis on fait passer l'eau. Donc, en faisant passer l'eau ici, donc là, on aura, c'est comme si on aura la liaison entre les deux canaux. Donc, canal qui est ici et l'autre canal qui est de l'autre côté. Donc là, normalement, ça permet de faire passer les bateaux, etc., au-dessus de la route que vous voyez ici. Bon, ce qu'on a, c'est un tablier qu'il faut étudier. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, donc déjà, on a des parois, donc des parois latérales. Donc, on a une paroi latérale, première paroi, et paroi de l'autre côté. Alors, quelle est la forme exacte de celui-là? Donc, je vais essayer d'ouvrir encore le Paint pour vous expliquer. Voilà. Plus capture, outil de capture. Donc, voilà l'exercice. Donc, je vais essayer de vous expliquer ici. Donc là, ce que je vais vous tracer, c'est ce que nous allons voir si on se place ici. Donc, si on est ici, donc on va de ce côté-là. Donc, on va voir ce que nous allons, donc ce qu'on peut voir à partir de cette partie-là. Donc, ce que nous allons voir, en fait, ce sont deux parois. Deux parois. Comme ça. Plus paroi horizontale, qui est le tablier, normalement.
Donc, tablier, il est là. Voilà. Donc, le tablier que vous voyez ici. Donc là, normalement, à l'intérieur, on aura de l'eau. On aura de l'eau à l'intérieur. Qui va circuler. Et ici, on a une certaine route. Donc ici, on a une certaine route, juste donc au-dessous. Donc au-dessous de... En fait, c'est pas comme ça, mais de toute façon, donc on a une certaine route de cette façon-là. Pardon. Donc ça va être de cette façon. Et normalement, on aura des véhicules qui passent par ici. Parmi les véhicules, sont des automobiles en fait. Hein. Donc des voitures, etc. qui passent par ici. Là, on aura le canal. Donc le canal, c'est là où, donc pour faire passer en fait, les bateaux, les péniches, etc. Ils peuvent passer par ici, donc sur la surface libre. Donc là, on aura des bateaux et des péniches. Alors, bon, il y aura des péniches qui peuvent passer par ici. Voilà. Des bateaux, etc. Donc, ils peuvent passer par ici. Bon, ça c'est, on peut dire péniche. Péniche. Voilà. Le tablier. Donc ça c'est le tablier. Donc le tablier. Et là on a de l'eau à l'intérieur. On a de l'eau. Voilà. Ce que nous allons étudier les forces qui s'appliquent sur chaque paroi. Ici, on a 3 parois. Paroi du tablier, paroi horizontale, donc 2 parois horizontales plus paroi, en fait, on aura paroi du tablier. Donc, au niveau du tablier, c'est clair, c'est que cette force-là, donc là, on aura en fait 3 forces. Donc, on aura 3 forces. On aura cette force F1. Oui. Oui, mademoiselle, oui. 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 Est-ce qu'il y a des questions? Alors, qui veut parler? Hein? Bon, donc je continue. Je continue. Donc, on aura une autre force qui s'applique sur cette paroi-là. Donc, on aura la force F2. Et puis, on a la force qui s'applique sur le tablier. C'est la force F3.
Alors, en appliquant ce que nous avons vu tout à l'heure, pour le F3, donc le F3, c'est une force qui s'applique sur la paroi horizontale du tablier. Donc, je demande ici à ce que vous preniez un bout de papier, vous pouvez appliquer donc la relation qu'on a vue tout à l'heure. Donc, je vais essayer de la recopier ici. Voilà. Une minute, je reviens. Donc, de toute façon, donc, je crois que vous avez déjà le cours, donc vous pouvez
Alors, on continue. Voilà. Alors, donc, ce qu'on a, c'est ce que je viens de vous expliquer, l'exercice. Donc, on a un tablier plus force F1, plus force F2, plus force F3. Donc, les forces F1, F2, F3, c'est à établir en fait. Donc, je vais essayer. Donc, là, on commence par F3. C'est la force qu'on vient de trouver. C'est que normalement, F, F3, normalement, ça doit être égal à quoi? Si on prend par exemple Z, euh, pardon, descendant. Donc, Z, c'est descendante. Comme ça. Voilà. Alors, Z, c'est descendante. Alors, F3, normalement, F3, c'est moins ρ fois G fois, normalement, fois la hauteur entre la surface libre et la surface du tablier. C'est quoi? C'est H, normalement. C'est H. Moins ρ fois G fois H fois S du tablier. Et ici, on aura S1. On aura S1. S1, S2, surface S2, puis la surface S3, c'est la surface du tablier. Voilà, surface du tablier. Donc, on continue ici. Donc, moins ρ fois G fois H fois S3. Et à la surface du tablier, selon Z. Selon Z. Alors, S3 est égal à quoi? Ici, ça donne le grand L et le petit L. Alors, un pont, donc ici, la longueur L, c'est la longueur, et L et petit L, ce sont la longueur et la largeur respectivement du pont canal. Ça veut dire quoi? Donc ici, on aura, donc ça va être la longueur L, grand L, et la largeur ici, ce qui se voit ici, c'est petit l, pardon, le petit l. Ici, c'est grand L, la longueur. Donc, la longueur. Donc, L fois petit l, c'est S3. Normalement, S3, ça va être grand L fois petit l. Grand L fois petit l. Alors, c'est pour F3. C'est pour F3. Normalement, le S1 et le S2, ce sont deux parois qui sont verticales et non pas horizontales. Ce sont deux parois qui sont verticales et non pas horizontales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se référer à la partie des parois verticales. Et là, je vais essayer de vous montrer la formule ici liée aux parois verticales. Donc, on va voir donc, les parois verticales et comme ça,
on peut donner directement la formule, donc la formule liée aux parois verticales. Donc, la formule liée aux parois verticales. Et mais ici, normalement, on aurait besoin d'une deuxième axe, c'est l'axe X. L'axe X. Si on prend l'axe X orienté vers la droite, l'axe X, ça s'oriente vers la droite. Voilà. Alors, F1, c'est selon moins X, et F2, en principe, ça va être selon X. Ça va être selon X. Alors, on va se référer maintenant aux parois verticales pour qu'on puisse trouver la formule de F1 et de F2. Donc, pour trouver la formule de F1 et de F2. Donc, nous allons traiter la partie dédiée ou poussée sur une paroi verticale. Paroi verticale. Pardon, monsieur. Oui, Est-ce que cela reste enregistré? oui, bien sûr, c'est en train de s'enregistrer normalement. Ok, Donc la merci. séance est enregistrée, oui. Est Merci. enregistrée. D'accord, donc on continue pour les parois les mâts verticales. Pardon, une minute. Alors pour les parois verticales, parois verticales,
Non, paroi verticale. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de vous expliquer donc, cette partie-là, dédiée aux parois verticales. Donc, je vais prendre le cas de... Alors, je trace maintenant une paroi verticale. Donc, la paroi que nous allons étudier. Voilà. Alors, normalement, ça, c'est certains récipients pleins d'eau. Donc là, on aura de l'eau, ici, ce niveau-là. Et puis, notre paroi, elle est là. Donc, c'est une paroi qu'on devra... Alors, voilà. Bon, ça doit être fermé pour... Voilà. Alors, donc, pour que ça soit en 3D, voilà, et ici, de toute façon, l'eau aussi, de l'autre côté. Voilà. Donc, ici, normalement, on a de
on a certaines parois, donc de même. Donc, ici, on a peut-être aussi parallèle. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est paroi d'épaisseur epsilon. Donc, on peut prendre donc, epsilon comme épaisseur du paroi. Avec epsilon, elle est négligeable. Donc, pratiquement négligeable. C'est 0. Donc, on néglige l'épaisseur. On néglige l'épaisseur de notre paroi. Donc, c'est cette paroi-là. Donc, ce que nous allons étudier. Donc, nous allons étudier cette paroi. Alors, vous voyez, donc ici, on a de l'eau, normalement. On a de l'eau. Donc ici, on a de l'eau. Donc ça, c'est la surface libre de l'eau, par exemple. Bien du liquide, n'importe quel liquide. Et c'est que ici, on n'a pas tracé toute la partie. Donc, de toute façon, donc, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, c'est cette paroi-là. C'est cette paroi à l'intérieur. Sauf parce qu'à l'extérieur, ici, on a de l'atmosphère. Donc, à l'extérieur, on a de l'atmosphère, normalement. On a de l'atmosphère, voilà. Et donc maintenant, donc, vous voyez, ici, donc, le système, il est là. Alors, vous voyez, est-ce que epsilon, normalement, elle est négligeable? C'est presque une feuille. Donc, c'est une feuille. Hein, حل شي ورقة. Et ici, donc, là, on n'a pas considéré donc, la largeur de la paroi. Donc, c'est presque négligeable. Donc, on n'a pas on n'a pas d'épaisseur. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, nous allons étudier la partie immergée, donc une partie de paroi, notre paroi, immergée dans le liquide. Donc, de la partie, ça peut être cette partie-là, par exemple. Donc, entre deux points, en fait. Point, par exemple, A et point B. Point A et point B. Donc, ici, on a A et B. Donc, entre A et B, on a une certaine paroi. Donc, voilà. Près de la partie Hedi. Exactement cette partie. Donc, nous allons étudier la partie de la surface. Alors, là, on a une certaine... de cette partie-là, on a un certain point qui s'appelle point, on peut dire, de gravité, c'est-à-dire de gravité entre A et B, sachant que la paroi ici est homogène. Donc, si la paroi en fait homogène, en fait, on considère que cette paroi homogène, donc on aura l'emplacement réel de
de G, ça veut dire le centre, en fait, centre de gravité de la surface entre A et B, c'est pratiquement donc au milieu. Hein, c'est pratiquement au milieu bin A et B. Donc c'est ici. C'est le G. Alors, G. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Autre chose. Donc, on rajoute la profondeur. La profondeur. Changeons le... Ici, on aura la profondeur de G. Entre ce point et ce point-là. La profondeur de G. Voilà. C'est HG. HG, c'est la profondeur de G. Et il y a le centre de gravité dans notre paroi entre A et B. Alors maintenant, donc on a normalement c'est l'euro. Donc le liquide qu'on a ici, là, une masse volumique ρ. Donc une masse volumique ρ. Et ce qui reste maintenant, c'est le repère. Donc, le repère de notre système. Donc système que vous voyez là, donc le repère. Donc là, nous allons choisir un repère orthonormé. Donc c'est un repère orthonormé direct. Repère orthonormé direct, dont le centre est pratiquement G. Le centre est pratiquement G. Donc, je change la couleur. Je vais prendre d'autres couleurs, par exemple vert. Ça va être Z. L'autre, c'est X. Et le Y, normalement, le Y, ça va être orienté vers le... Voilà. Donc, une minute et je reviens, s'il vous plaît. Attendez-moi.
D'accord, donc pour que ça soit clair en 3D, là, ici, si je trace, en fait, si je trace ça d'une façon, de la façon que vous voyez en fait sur le polycope, là, ici, je suppose que vous voyez ces choses-là en 3D, alors que j'ai pu découvrir après que la majorité des étudiants ils n'ont pas pu assimiler ça, ils n'ont pas pu voir ça en 3D, malheureusement. Euh, et c'est pour cela que j'ai dû tracer ça en 3D pour que ça va être clair pour vous. Alors, donc ça c'est Z. Ça, c'est le Z. Ça, c'est X. X. Et l'autre, c'est Y. Donc ça, c'est un repère orthogonal. Ou bien on peut dire orthonormé direct. Ça veut dire quoi orthonormé direct? Ça veut dire que X vectoriel Y, X vectoriel Y, c'est Z. Et ça peut tourner, donc ça peut, donc là, en mettant par exemple Z vectoriel avec cette rotation, Z vectoriel X, c'est Y. Et aussi donc Y vectoriel maintenant Z, c'est X. C'est X. Voilà. Alors, ce qui reste maintenant, donc, on va voir d'autres choses à ajouter. Alors, G, c'est l'origine du repère. G, ou bien centre de gravité, c'est l'origine du repère. Alors, en principe, le F, donc le F, c'est une force qui s'oriente selon, normalement, il s'oriente selon, euh, selon X. Il y en a ici, on a de l'eau ou bien du liquide qui applique sa force, qui est une force hydrostatique, sur la paroi. Et cette force, il s'oriente vers, normalement, il s'oriente vers, je vais essayer d'agrandir un petit peu ça. Donc, il s'oriente vers X. Alors, normalement, le centre de poussée de F est, en fait, on a trouvé ça, on peut le prouver, donc nous allons le prouver certainement, que ce centre-là est en dessous de G, est en dessous de G. Et que F, il s'oriente selon X, de cette façon. Voilà. Avec C, 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 c'est le centre de poussée. C, c'est pratiquement le point d'application de F. Et c'est également, donc C, point d'application
de F, c'est ou le centre de poussée. Voilà. Donc l'essentiel ici, c'est le fait de déterminer la position de C, donc la position de C, et la norme de F. En fait, la norme de F est égale à quoi? Bien, F, de toute façon, en se basant sur ce qu'on a vu pour les parois horizontales, c'est que F égale ρ, non c'est selon X, hein, ρ fois G fois HG fois S selon X. Selon X. S selon X. Alors, il est où ce S-là? Alors, le S, c'est cette partie-là, vous voyez. Donc, le S qu'on est en train d'étudier, c'est cette partie entre le A et le B. Alors, S, il est là. Donc, S. Voilà. Alors, cette formule-là, on va l'appliquer sur les parois qu'on a vues, hein, du tablier, bien du pont canal. Donc, il s'agit de parois, quand il s'agit de parois verticales. Alors, en fait, la deuxième partie de ce cours-là, c'est le fait de déterminer le point C, ou bien déterminer la position du point C par rapport à A et B. Donc, par rapport à A et B. Et là, normalement, c'est la deuxième partie, ou bien deuxième composant du torseur de pression, il y a le moment de pression, le moment de la force de pression, le moment de F. Alors, c'est le moment de F qui va nous permettre par la suite de déterminer la position de C. Donc, je reviendrai, donc je vais revenir maintenant à l'exercice qu'on est en train de traiter. Voilà. Donc là, normalement, le F3, c'est ρ fois G fois H fois L fois L. F3, c'est ρ fois G fois H fois F fois L. Donc, vous pouvez faire le calcul. Donc, en remplaçant. Donc, ρ, normalement, c'est ρ de l'eau, c'est 1000. Hein. Donc, ρ fois G, on peut prendre G égale à 10, ça va être 10 000 fois H égale à 3,5 mètres, fois grand L fois petit L. Alors, grand L, c'est 10 mètres, petit L, c'est 6 mètres. Alors, pour F1 et F2, là, vous voyez donc le X, elle s'oriente vers la droite.
le Y, il doit être comment? Il y a un X vectoriel Y, ça donne Z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Z vectoriel X, c'est Y. Et là, normalement, le Y, il est en 30. Y est en 30. Donc, vous voyez ici, il ne s'agit pas de 3D, hein, de 2D. Voilà donc ici ce qu'il faut déterminer. Donc, ce qu'il faut déterminer, c'est F1 et F2 en se basant sur la formule qu'on vient de voir. C'est que F égale à ρ fois G, ρ fois G fois HG fois S fois S. Fois S, voilà. Donc, quel S maintenant? Donc, pour le F1, ça va être HG1 et c'est S1. Pour F2, donc pour le F2, ça va être pour le F2, ça va être HG2, HG2, S2. Voilà. Alors, S1 normalement est égal à quoi? Normalement, en tout cas, on a une chose, c'est que S1 ou S2, ils sont les mêmes. علاش؟ لأن عندنا même profondeur هنا ديال l'eau. Même profondeur. Donc S1 égale à S liant, quoi est égal? Est égal L fois H. لأن ici عندنا H هنا. Donc هنا عندنا H normalement. Et ici, on a L. Donc, L fois H. Pardon, c'est pas. De toute façon, donc c'est. Dans la longueur, petite L, normalement. Ah oui. Donc là. Non. Oui, oui, c'est ça. Donc, grand L fois. Oui, donc, grand L. Oui. On a petite L fois petite H. Et ici, normalement, ça va être quoi? Donc c'est cette paroi-là. Hein. Cette paroi qu'on a ici, qu'on voit ici, c'est S1. On a ici Donc S1 et S2, ils ont la même valeur et ils sont égaux à petite L fois petite H. Fois petite H. Quoi encore pour HG? Normalement, le HG1 égale le H, donc le HG1 égale le HG2. Il est égal à quoi? Il est égal à H sur 2. H sur 2. Voilà. Alors, de cette façon, on aura F1 égale à F2. F2 égale ρ de l'eau, hein, ρ de l'eau, fois G fois H sur 2. Bien H, H au carré. Ici, on aura H fois H. Donc H au carré fois L. Donc H au carré fois petit L.
Reste quoi? Reste sur 2. Sur 2. Alors, la formule de F1, c'est exactement celle de F2, avec formule de F3, et là, voilà. Et là, on peut faire le calcul, on pouvait faire le calcul, hein. Donc, en remplaçant le h par 3,5, le petit l par 6 mètres, le grand L par 10 mètres, etc., vous pouvez faire le calcul. Alors, l'autre question qu'on a, donc deuxième partie de l'exercice, cette partie-là. Donc, donc, ce qui est là, donc une péniche de 500 tonnes s'engage dans le pont. Donc, voilà, un péniche un petit bateau, hein, s'engage sur le pont et s'immobilise. De cette façon, vous voyez. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il du point de vue des efforts sur le tablier et le paroi verticale? Alors, est-ce qu'il y aura changement de ces efforts? Est-ce qu'il y aura changement de ces efforts sur le tablier et sur les parois verticales? Si on a péniche de 500 tonnes. Voilà. Donc, si on a une péniche de 500 tonnes qui s'engage ici, donc petit bateau, est-ce qu'il y aura une modification des efforts? Ça veut dire, est-ce qu'il y aura une modification par exemple, de F3, de F1 et de F3, de F2? Est-ce qu'il y aura un changement ou non, hein? Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Il est avec nous, bien sûr. Est-ce qu'il y aura un changement des efforts F1, F2, F3? S'il n'y a pas de changement des efforts, donc comme ça, oui, une personne, oui. Hamza, Oui, il y a changement de force. il y aura changement des efforts. Vous dites oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y aura des efforts, Monsieur Hamza? هذا يكون عندنا لامار ديال الماء يتزاد بزاف. En fait, pas bien assimiler ce que vous venez de dire, mais de toute façon, donc, je crois qu'il y a un petit dérangement chez vous, donc on sent. Mais ce que je peux comprendre, hein, ce que vous dites que là, normalement, on a 500 tonnes, 500 tonnes ici qui vient s'ajouter à l'eau. Mais normalement, on n'aura rien, on n'aura rien. Donc les efforts ne vont pas changer. Pourquoi? Oui, oui. Vous voulez dire quelque chose? Car dans la relation, il n'y a pas la masse. Mais de toute façon, on a rho. On a rho. Le rho, oui, le rho ne change pas. Le rho, il est constant. Oui, le rôle il est Et le constant. rho de l'eau, oui, le rho de l'eau, il est constant. Mais la masse, 500 tonnes, est annulé normalement. Elle est annulée. Annulé par quoi? Par ce que vous connaissez, c'est la loi d'Archimède. Il y a un théorème d'Archimède. C'est que il y aura une force qui s'applique sur la partie immergée
de péniche, la partie immergée de péniche dans l'eau. Alors, avec la partie, elle a une masse, elle a un poids. Alors, ce poids, il était compensé par la force d'Archimède. Déjà compensé par la force d'Archimède. Alors, on n'aura pas d'effort qui s'ajoute, bien changement des efforts sur les parois de notre canal. Ni les parois verticales, ni les autres qui sont, ni le tablier. Alors, on continue. L'autre partie maintenant. Donc, même question si la péniche diverse son chargement de 500 tonnes au fond de l'eau sur le tablier. Qu'est-ce qu'on aura maintenant? Donc, ce qu'on aura, c'est que la péniche est dit, le 500 tonnes qu'il contient, elle a diversé sur le tablier. Donc, il a 500 tonnes et il a diversé 500 tonnes sur le tablier. Donc, le 500 tonnes, il s'est placé ici sur le tablier. Donc, ici, on aura 500 tonnes. Voilà. Donc, elle dit 500 tonnes. Donc, elle a diversé 500 tonnes ici. Donc, qu'est-ce qu'on aura maintenant? Est-ce qu'il y aura changement des efforts qui s'applique sur les parois verticales maintenant? Sur les parois verticales. Est-ce qu'il y aura changement de F1 et de F2? Bien sûr. Hein? Bien sûr quoi? Bien sûr. On aura, oui. Donc, est-ce qu'il y a Changement des quelqu'un efforts. qui veut parler? Oui, oui, monsieur Marwan. Qu'est-ce que vous dites? Donc, Oui, on il n'a y pas pu aura un entendre. changement des efforts. Il y aura changement de F1 et de F2. Mais, de toute façon, oui. Non, il n'y aura aucun changement. Il n'y aura aucun changement de F1, F2. Mais il y aura Il un y a un changement changement au sur niveau de F3. F3. C'est que F3, il y aura Oui, quoi? Il y aura une F3, autre oui. force de poids. Hein? Une autre force de poids. Il y a MGZ. Bien, M fois G. M fois G. Donc, une autre force du poids qui vient de s'ajouter. C'est que M, normalement, M a dit, elle est égale à 500 tonnes. 500 tonnes. Voilà. Avec M égale à 500 tonnes. Alors, la force F3, il va se modifier à F3'. F3' au lieu de F3, les F3 plus P. Il faut ajouter les vecteurs. Pourquoi? Car sinon, donc, de toute façon, ça va s'ajouter. Mais pas de problème si on ajoute les vecteurs pour dire donc là. De toute façon, donc là, on aura F3' au lieu de F3. Donc, c'est le seul changement qu'on aura. Voilà, donc je crois qu'on a donc la séance est finie. Donc en attendant la prochaine séance, Inch'Allah. Donc pour qu'on puisse terminer donc ce qui reste de notre cours et ce qui reste de la statique des fluides en fait. Normalement, ce que nous allons étudier,
c'est la partie définition du point de poussée. Donc là, nous allons déterminer la position de poussée. Par exemple, donc, avec le C, hein, le C, ou bien centre de poussée. Et là, nous allons utiliser le de la force de pression. Nous allons calculer le moment de la force. Et en se basant sur ça, donc, nous allons déterminer ce qu'on appelle la position de C. En appliquant à de la formule que nous allons admettre. Donc, nous n'allons pas faire démontrer cette formule-là, ça nécessite un peu du temps. De toute façon, donc, vous pouvez la démontrer, donc c'est facile. De toute façon, en utilisant, donc, utiliser ce qu'on appelle le moment IGY. Donc, la prochaine séance, nous allons voir donc la notion du moment quadratique qui va nous servir à déterminer la position du point C, bien centre de poussée. Donc, la deuxième partie de la prochaine séance sera dédiée aux parois verticales et à une petite application sur ces petites applications, donc exercice d'application numéro 4. C'est un exercice qui est complet, donc il englobe beaucoup de choses, beaucoup de notions que nous allons appliquer pour trouver soit le centre de poussée, donc le centre de poussée, et la force de poussée. Et là, nous allons terminer donc le premier chapitre statique des fluides pour entrer directement au chapitre 2, la dynamique des fluides. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, de toute façon, donc, la séance elle est enregistrée. Donc, je vais essayer de la mettre sur le YouTube. Donc jusque-là, donc Monsieur, oui. monsieur, s'il y a une possibilité, on peut travailler avec nous. Ah, oui. On peut travailler par Google Meet s'il y a